Encore un week-end noir en Ituri. Ce dimanche, la milice Codeco a tué plus de 50 personnes dans le territoire de Djougou. L'on compte au moins 100 personnes portées disparues ainsi que plusieurs biens pillés. Bien avant, le chef de l'État avait quitté Kinshasa pour une tournée africaine. Félix Tshisekedi séjourne à Abidjan pour prendre part à la COP15, sommet qui tablera sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le parti d'Augustin Matata Ponyo a réagi à la lettre que le directeur de cabinet du chef de l'État a rendue publique au sujet de l'affaire Bukanga Lonzo. Pour le LGD, la position de la Cour constitutionnelle a déjà bouclé le dossier. Mesdames et messieurs, bonjour. Un week-end comme un autre pour les miliciens dans la province de l'Ituri. Un week-end triste pour la RDC qui perd plus de 50 de ses fils et filles lors d'un nouveau massacre de la milice Codeco dans le territoire de Djougou. L'œuvre tout aussi lâche que les précédentes et les forces armées de la RDC ont condamné ces attaques attribuées officiellement aux groupes armés Zaïre, Mouvement Autodéfense et la milice Codeco. Depuis un certain temps, il s'observe des attaques et affrontements entre le groupe armé Zaïre, mouvement d'autodéfense et la milice Codeco en territoire de Djougou, particulièrement dans la zone minière pour le contrôle des ressources en s'attaquant aux paisibles citoyens du secteur Banyalikilo, de la commune rurale de Mungwalu et de la chefferie de Babendi. En plus, lors de ces affrontements et attaques meurtrières, ces groupes armés utilise la paisible population en bouclier humain et opère même la nuit. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant-général Luboya Kancham Madjoni, depuis le territoire d'Aru, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations ait perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Pluto, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leur case brûlée. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Nous rassurons la population que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région et que la justice fera son travail car ces actes ignobles ne resteront jamais impunis. À ce propos, nous avons joint la société civile dans la région. Nous sommes en ligne avec son coordonnateur provincial, Dieudonné Lossa. Bonjour. Est-ce que vous avez une autre version des faits par rapport à ce qui s'est passé? Hier, très tôt matin, Codeco a fait l'excursion dans le secteur chefferie de Banyali Kilo. Ils ont tué plusieurs personnes. Jusqu'à ce moment, on parle déjà d'une cinquantaine de personnes assassinées. Plusieurs autres blessés. Parmi les 7 blessés qui étaient à l'hôpital général de Mungwalu, 4 viennent de succomber ce matin. Et aussi une centaine de personnes kidnappées, dont la destination reste inconnue jusqu'à ce moment. Les Codeco qui ont fait ça, ce n'est pas pour la première fois que Codeco tue les gens comme ça. Mais à ce moment, ce que nous ne comprenons pas, c'est juste lorsque le chef de l'État a annoncé la table ronde pour arrêter avec l'état de siège, que ce genre de choses rebondissent. Alors qu'il n'y a pas... après le passage du Premier ministre, il y avait un peu d'accalmie, il y avait baisse des hostilités, dans le cas de Codeco particulièrement. Alors, ça nous inquiète un peu. Nous nous disons, mais est-ce que
l'arrêt de l'état de siège doit avoir quel rapport avec cet activisme de Codeco. Autre question, est-ce que à votre niveau, il y a déjà une démarche quelconque entreprise pour que ces genres d'actes ne se répètent pas? Nous voulons toutefois que le chef de l'État prenne le courage de continuer et organiser la table ronde et arrêter finalement l'état de siège, mettre à l'écart tous les militaires qui ont servi à Ituri pendant l'état de siège et avant l'état de siège, le remplacer par de nouvelles unités, les doter de moyens conséquents afin d'arriver une fois pour arrêter le massacre qui ne dit pas son nom à Ituri. C'est quelque chose de possible au XXIe siècle, c'est quelque chose de possible sous l'état de siège, c'est quelque chose de possible si nous sommes dans un état de droit. Le président agirait en disant que le peuple est d'abord, mais où est ce peuple-là dont il parle? Après Djouba au Soudan du Sud, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à Abidjan en Côte d'Ivoire où il va prendre part dès ce lundi au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Mais bien avant, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue sud-soudanais au cours d'une visite de travail. Il était 13h50, heure des Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international des Djouba au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Iga et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Près l'aéroport, les cortèges présidentiels a pris la direction du State House des Djouba où attendait le général Salva Kiir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salva Kiir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salva Kiir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre les forces négatives qui sèment la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président Salva Kiir, avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de notre pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. Félix Tshisekedi qui vient également de présenter ses condoléances aux familles éprouvées dans la province de l'Ituri après cette attaque ignoble des forces rebelles, Codeco et autres. Pendant ce temps, la présidence de la République a démenti la semaine dernière, souvenez-vous, avoir reçu une correspondance du procureur général près de la Cour de cassation indiquant que l'arrêt de la Cour constitutionnelle dédouanait l'ancien Premier ministre, alors que le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi affirmait ne pas avoir reçu la fameuse lettre. Le LGD, Parti de Matata Ponyo, s'est dit surpris de cette sortie médiatique dans un communiqué signé par son secrétaire général Franklin Tchamala. L'on assiste à une guerre épistolaire entre la présidence de la République et les camps de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Quelques heures après la publication d'un communiqué signé par les directeurs des cabinets du président de la République sous la lettre du procureur général près la Cour de cassation dans les dossiers Boukangalonzo, le parti de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a dit son étonnement de lire la réaction de Guilain Nyembo. Pour le parti politique d'Augustin Matata Ponyo, la lettre du procureur général près la Cour de cassation est authentique. De ce fait,
le manque de numéros des références et du cachet d'accusé des réceptions de la présidence de la République comme motif pour la remettre en question ne sont pas fondés. Dès lors que le communiqué de la présidence de la République est dépourvu de toute référence. Il dit, je cite, pour Franklin Chamala, la lettre du procureur général près la Cour de cassation adressée au président de la République viole de manière flagrante le principe sacro-saint de la séparation de pouvoir et démontre à suffisance l'implication du pouvoir politique dans les poursuites judiciaires à l'endroit du président du parti politique LGD, Matata Ponyo. Montez, il en restera toujours quelque chose, dit une maxime anonyme. L'opinion à laquelle nous nous adressons tous est devenue mature et incrédule à certains discours qui pouvaient passer auparavant, souligne le communiqué des LGD. Quelques heures avant, Guylaine Yembo déclarait dans son communiqué « Le cabinet du président de la République porte à la connaissance de l'opinion que les courriers adressés à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sont répertoriés auprès des services de courrier du cabinet. La lettre qui circule sur les réseaux sociaux et qui serait adressée au président de la République par les procureurs généraux après la Cour de cassation depuis le mois de février ne porte visiblement pas de numéro de référence et encore moins de cachet de la présidence, tout en réitérant l'attachement du chef de l'État au respect du principe sacro-saint de la séparation de pouvoir. Le cabinet rappelle que les courriers destinés au président de la République n'engagent que leur expéditeur. Les hauts magistrats de la Cour de cassation pourront-ils se redire au risque de remettre en cause leur carrière? La question reste posée. Les résultats pour les deux provinces contraints à organiser un second tour, vu la situation d'égalité vendredi, sont enfin disponibles. Les deux duels opposés hommes et femmes au Congo central et à Tchopo, ils ont été remportés respectivement par Guy Bandou et Tony Kapalata, qui s'en est sorti malgré un score très serré. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Le PPRD dément l'information relayée dans les médias ce matin selon laquelle une réunion autour de Joseph Kabila, son président et initiateur, devrait avoir lieu aujourd'hui pour l'organisation imminente du congrès et donc le remplacement de son secrétaire permanent. Joint par Jean-David Kilolo au téléphone, Jimmy Kitenge, président de la Ligue des jeunes, a affirmé que le parti communiquera de manière officielle au moment opportun de l'évolution de la préparation du congrès. Aucune réunion du bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie n'est prévue ce lundi 9 mai 2022. Notre bureau politique étant un organe de conception et de décision, il ne communique jamais les quelconques réunions et l'ordre du jour des réunions par la voie de médias. Il y a des canaux officiels du bureau politique pour communiquer à ses membres de quelconques réunions. Donc à ce jour, il n'y a aucune réunion prévue et le parti se préoccupe à travailler sur l'organisation de son congrès où nous allons lever des grandes options. Donc il ne faudra pas distiller des informations qui ne cadrent pas. Le nouveau secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, PRP, Jules Mbazé, a présenté samedi la feuille de route. Pour lui, il s'agit de réorganiser le parti tout en suivant les traces idéologiques de M. Laurent Désiré Kabila, dont notamment le renouvellement de la classe politique et la mise en place d'un nouveau type d'homme politique. Après son installation au poste du secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, Gilles Bandje Moulongo a procédé ce samedi 7 mai 2022 à la présentation de sa feuille de route. Il s'agit de réorganiser les partis tout en suivant le trace idéologique de M. Laurent Désiré Kabila, tel que le renouvellement de la classe politique congolaise, la mise en place d'un nouveau type d'homme politique congolaise non corrompu. Nous avons procédé aux consultations, nous avons reçu plus de 600 cadres. Ceux qui se sont découragés, mais nous avons dit qu'ils reviennent parce que 54 ans du PRP, c'est l'âge de la réconciliation, l'âge de pardon. Nous devons nous pardonner mutuellement. Aujourd'hui, c'est pour restituer les recommandations des consultations, donner notre feuille de route, projeter l'organigramme que nous avons conçu pour le parti, pour la Ligue des jeunes, pour la Ligue des femmes, pour consolider l'administration du parti, parce que le parti n'avait pas d'organigramme. Le parti n'avait pas de structure officielle en termes d'administration. Ainsi esquissé
les événements qui vont se faire pour la journée du 17 mai. Pour le PRP, c'est une journée de libération. Un plan d'action qui vend son pesant d'or pour le Parti de la Révolution populaire pour ainsi répondre à une politique managériale axée sur 3 logiques. La logique transformationnelle, la logique métier et la logique qualité. Dans ce monde de circonstances, le premier secrétaire général et cofondateur du PRP, compagnon de lutte de Mosé Laurent Désiré Kabila, le général à la retraite Oumba Johnson, a spécialement remercié le secrétaire général du PRP, Gilles Bandi Moulongo, pour sa brillante présentation et salué les innovations annoncées pour le bon fonctionnement du parti. Il faudrait organiser, pas le parti. Organiser le peuple signifie le mettre en mobilisation permanente et lui confier le pouvoir de l'administration et du gouvernement où ces gens prétendent représenter les intérêts du peuple. Le PRP a pour objectif d'implanter des partis sur toute l'étendue du territoire national, de relancer l'agriculture pour l'autofinancement du parti, l'intégration économique et sociale, ainsi que soutenir le micro-projet. Moscou exhibe son armée pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, une démonstration des forces afin de galvaniser en même temps ses troupes actuellement en position en Ukraine à travers un défilé militaire. Dans son discours annuel, le président russe a justifié l'invasion de l'Ukraine par des menaces de l'OTAN et a répété ses encouragements aux soldats du Donbass. Je vous félicite en ce jour de grande victoire, a entamé Vladimir Poutine pour son discours annuel du 9 mai, jour de victoire face à un parterre militaire à Moscou. Véhicules, soldats et armes militaires ont défilé dans la capitale russe pour la cérémonie rendant hommage à la victoire contre les nazis en 1945. Je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire. La défense de la patrie, car sa destinée était en jeu, a toujours été sacrée. Avec ces sentiments de patriotisme véritables, les défenseurs de Minine et Pojarski défendaient sur le champ de Borodino et combattaient l'ennemi sous Moscou, sous Leningrad, sous Kiev, sous Minsk, sous Stalingrad, sous Kursk, sous Sébastopol et sous Kharkov. Et aujourd'hui, dans ces jours, vous combattez de la même façon pour nos gens dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Le 9 mai 1945 a toujours été inscrit dans l'histoire comme le triomphe de notre seul peuple soviétique, de son unité et sa puissance spirituelle. Vladimir Poutine a expliqué n'avoir alors pas eu le choix que d'engager ses troupes sur place. Les discours a duré une petite dizaine de minutes. Contrairement à ce que certains observateurs attendaient, le président russe n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine et n'a pas revendiqué de victoire non plus. De son côté, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, accuse la Russie d'avoir oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'était à la veille de commémoration en Russie du 9 mai, célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Quant au G7, il continue de mettre la pression. Avant ces cérémonies, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni ont affirmé que Vladimir Poutine couvrait son peuple de déshonneur. Par ailleurs, le G7 s'est engagé à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. En sport, le tout-puissant Mazembe est à 90 minutes de la qualification en finale de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont battu hier in extremis la Renaissance sportive de Barkhane, de Florent Ibengue. Dans ce panorama sportif, on reviendra également sur la liste de Tisgoma en prévision du tournoi d'Algérie pour le Chan. C'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian, tout en noir. Bonjour Christopher Ochokoum, clin d'œil pour les styles. Coupe de la Confédération, merci. Mazembe a battu Renaissance de Berkane, j'ai parlé de Barkhane tout à l'heure, au forceps. Victoire in extremis des Corbeaux qui ont dominé de bout en bout
on va dire, les Oranges de Berkane. Le club louchois s'est montré très décisif dès l'entame de la partie, mais n'arrivait pas en tout cas à trouver le cadre. Mazembe s'est procuré 16 corners au total dans ce match et était presque supérieur dans tous les compartiments. Il fallait attendre la 4e minute de temps additionnel pour voir John Bakata délivrer le corbeau, un sauveur, on va dire, inattendu. Entré à la 87e minute de la partie, Florent Ibenge et ses hommes vont regretter cette défaite puisqu'ils pouvaient faire mieux en déplacement. Mais tout reste ouvert pour la manche retour et la tâche risque d'être difficile pour Berkane qui devra éviter les pires, c'est-à-dire encaisser des buts face à une bonne équipe de Mazembe qui va certainement se déchaîner en déplacement pour chercher sa qualification en finale. Dans l'autre match de cette demi-finale, il faut dire que Orlando Pirates est allé s'imposer sur la pelouse d'Al Ahly Tripoli sur le score de 2-0. Une victoire qui met le club sud-africain dans une position, on va dire, confortable. Dans ce match, tout s'est joué en première période. Innocent Maïla ouvrait le score à la 8e minute de jeu. 21 minutes plus tard, Goodman Mossela va faire le break. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final en Ligue des Champions, comme on peut voir sur ces images. Il faut dire que Al Ahly d'Égypte est très bien parti pour se qualifier en finale après sa large victoire de 4-0 face à l'Espérance sportive sétifienne. Les 4 buts des Diables Rouges portaient les signatures de Percy Tao qui a signé au passage un doublé. Taher Mohamed et Shérif Mohamed ont également marqué pour Al Ahly. Le Wydad Athletic Club de Casablanca a fait aussi une très bonne opération en déplacement face à Petro Atlético de Luanda. WAC a étrillé le club angolais 1-3 grâce notamment à Yaya Jabren, Guy Mbenza, Thiago Azulao qui marquait bien évidemment contre son camp alors que Ricardo Job réduisait la marque à la 81e minute de la partie. Et au pays encore, Chan 2023, pour parler toujours de football, il y a Otis Ngoma, nommé récemment, qui est en train de peaufiner son équipe. Il a présélectionné 49 joueurs pour un tournoi international en Algérie. Comme ce n'est pas facile de concocter une liste pendant que le championnat ne se joue pas, alors Otis Ngoma n'a pas de choix, il devra faire avec. Sur sa liste, on retrouve 6 gardiens de but, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants avant le départ. Bien sûr, pour Alger, Otis Ngoma devra réduire l'effectif en prenant de joueurs qui sont physiquement en forme. Il faut signaler que ce tournoi se tiendra en Algérie du 30 mai au 14 juin. C'est bien sûr en prévision du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera en Algérie au mois de janvier 2023. En international, Manchester City a pris une belle option pour les titres en Première Ligue. Éliminés en Ligue des Champions par le Real Madrid, les Citizens se concentrent maintenant sur le championnat et ils sont en bonne posture pour bien évidemment remporter les titres. Évidemment, 3 points d'avance sur Liverpool qui a été accroché par les Spurs de Tottenham. Donc, le FC Nantes qui a battu en finale Nice sur le score des 0-1 après avoir frôlé la Ligue 2 la saison dernière. Le FC Nantes où évolue bien évidemment l'international congolais Samuel Mutusami a arraché son premier trophée depuis 21 ans. C'était grâce à Antoine Kombouaré, un titre qui qualifie directement Nantes, on va dire, à l'Europa League. Ça, c'est très bien. Et il y a aussi, toujours pour parler football, je ne sais pas si c'était cette semaine, on a vu Chancel Mbemba célébrer avec le FC Porto. Bien évidemment, là c'est en Portugal. Tout à fait. Autre chose à présent, on va parler de la boxe avec le gala international de l'unité qui a vécu à Kinshasa. Il faut dire que ce gala de l'unité a permis aux athlètes congolais de pouvoir bien évidemment jauger leur niveau avec le combat phare qui mettait aux prises Issa Kayembe du boxing vers club à Vincent Muzuri de la Tanzanie. Il faut signaler que ce combat a été remporté par les boxeurs congolais après abandon de son adversaire au 4e round. Issa a décroché ainsi la ceinture WBF intercontinentale de super lourd. Un motif de satisfaction pour Adolphe Katende, initiateur de ces galas, qui s'est exprimé après le combat dans différentes catégories. On l'écoute. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à arriver à ce lieu. Nous avons commencé à préparer ce gala depuis le 19 octobre. Aujourd'hui, enfin, nous arrivons. Je remercie vraiment infiniment le président de la République, chef de l'État, qui a accepté à ce que ce gala soit mis sous nos patronages. Merci au président de la Fédération congolaise de boxe. Merci à la présidente de coordination des V Club, bien que vous avez vu que c'est un gala que j'ai dédié à mon équipe, la SV Club. Vous avez vu sur les tenues de tous nos boxeurs, il y avait V Club.
j'ai vraiment de l'émotion. Aujourd'hui, champion intercontinental, ça s'est fait. Avec une promotion, nous n'avions pas que droit à un gala. Déjà, il y a 2 galas en vue. Nous voulons les faire plaisir à nos frères de l'Est. Notre façon de vivre avec eux, soit en Ituri, soit à Goma, c'est un projet qui est déjà prêt pour descendre, amener encore ce que nous avons ici. Au mois d'août, nous devrions faire, le gala qu'on devrait faire à l'Est, on l'appelle le gala de la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Je le dis déjà aujourd'hui, c'est un travail déjà qui est dans le laboratoire. Et vers le mois d'octobre, nous pouvons faire le gala des CEAC. Le gala des CEAC, parce que notre président de la République est président des CEAC aujourd'hui. Nous devons voir s'il fallait le faire à Brazzaville, au Cameroun ou ailleurs. Mais vraiment, c'est une promotion. Nous allons beaucoup travailler avec vous cette année. Je vous demanderai vraiment de serrer aussi vos ceintures parce que nous travaillerons avec vous. Nous devons nous supporter, vous et nous. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous ne dormirons pas. Nous irons jusqu'à la fin pour obtenir ce que nous recherchons. Je veux voir ce garçon champion du monde. Je donnerai tout ce que j'ai dans mes tripes pour y arriver. Beaucoup de détermination. On va terminer avec cette nouvelle. C'est la nécrologie, carrément. Le football est en deuil. Jody Luko qui n'est plus. L'information est confirmée par son club, le FC Twente, bien que les circonstances de sa mort ne sont pas jusqu'à-là élucidées. Certaines sources rapportent qu'il a été tabassé et poignardé la nuit du 8 au 9 mai 2022 par des malfaiteurs dans une boîte de nuit née à Kindu. Et arrivé très jeune aux Pays-Bas, l'ailier a fait ses classes au centre de formation de l'Ajax Amsterdam, mais sans parvenir à s'imposer chez les Lanciers malgré 35 matchs joués entre 2011 et 2014 après un prêt à Cambuur et une saison au PEC Zwolle. Luko qui avait rejoint la Bulgarie et Ludogorets à Razgrad où il a évolué durant 5 ans. Il va rallier ensuite la Turquie et Malatyaspor le temps d'une saison avant de tenter un retour au pays au FC Twente l'été dernier. Après avoir représenté le Pays-Bas chez les jeunes, les Léopards comptaient 3 matchs amicaux avec la République démocratique du Congo, le 2 premiers en 2015. Et le dernier, c'était bien sûr au mois d'octobre 2020. Jody Luko qui est décédé à l'âge de 29 ans. Que son âme repose en paix. Tout à fait. Une condoléances à tous les Léopards, à toute la famille sportive congolaise. Ouais. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Encore un week-end noir en Ituri. Ce dimanche, la milice Codeco a tué plus de 50 personnes dans le territoire de Djougou. L'on compte au moins 100 personnes portées disparues et plusieurs biens pillés. Bien avant cela, le chef de l'État avait quitté Kinshasa pour une tournée africaine. Félix Tshisekedi séjourne à Abidjan où il prend part à la COP15, sommet qui tablera sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique. Le parti d'Augustin Matata Ponyo a réagi à la lettre que le directeur de cabinet du chef de l'État a rendue publique au sujet de l'affaire Boukangalonzo. Pour le LGD, la position de la Cour constitutionnelle a déjà bouclé le dossier. Ne nous quittez pas la revue de presse avec Jenny KMB, c'est dans un instant. Jenny KMB qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochoukou, bonjour à tous. Plusieurs médias ont évoqué normalement la situation des élections des gouverneurs dans les provinces concernées. 14, 12 résultats vendredi et 2 ce lundi. Exactili, d'abord le potentiel qui note élection de gouverneur, Félix Tshisekedi joue et gagne. D'après les rédacteurs de cet article, cette élection est un défi pour l'Union sacrée de Félix Tshisekedi qui a vu sa majorité se faire une bonne santé politique, un véritable test grandeur nature pour l'Union sacrée de la nation qui voulait se rassurer sur la discipline de ses troupes en raflant toutes les provinces et l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui n'avait qu'un seul gouverneur, elle en compte aujourd'hui 3. Et les réactions n'ont pas tardé. La dernière en date est celle du président du parti Démocratie chrétienne, Eugène Diomindungala, candidat malheureux à l'élection du gouverneur dans la province du Congo central, repris par actualité.cd. Ce dernier appelle à l'annulation du vote puisque selon lui, elle a été entachée de la corruption généralisée où les députés provinciaux ont été achetés par certains candidats. En parlant justement de l'élection à ces sujets, Politico.cd note
présidentielle 2023, Moïse Katumbi le redouté. D'après ce média en ligne, le leader d'ensemble s'apprête pour affronter Félix Tshisekedi lors de la présidentielle future, mais il se retrouve piégé par l'Union sacrée qui veut l'écarter de l'ultime rendez-vous de sa vie à travers la loi Tchani, selon le rédacteur de cet article. L'autre figure qui dérange la majorité au pouvoir, c'est celle de Matata Ponyo Augustin, qui envisage se tenir face à Félix Tshisekedi en 2023. L'homme qui s'éprend pour Martin Luther King fait déjà l'objet de plusieurs critiques. Certains analystes repris par Politico.cd estiment qu'il n'a pas sa langue en poche. Pour eux, il est plus technique que politique. Terminons avec la réaction du pasteur Bondo cité par C7.cd. Aux politiciens, l'homme affirme que le pouvoir politique peut transformer un humble agneau en un prédateur redoutable, en un criminel. Le Burkina Faso a introduit le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans son programme élargi de vaccination. Oui, cela fait suite à plusieurs cas de décès enregistrés chaque année, rapporte Afro.wo. Il faut signaler ici qu'au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique. D'après le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il compte pour 23% de tous les cas de cancer et 22% du taux de mortalité dû au cancer. Pour le ministre Kargougou, ces chiffres sont plus de 1000 nouveaux cas pour environ 800 décès qui sont enregistrés chaque année. De son côté, Actualité.cd renseigne que pour l'heure, seules les filles âgées de 9 ans sont concernées par cette première phase d'introduction. Une bonne nouvelle pour l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso qui s'est réjouie de l'introduction du vaccin plutôt anti-HPV. Elle réaffirme en même temps son engagement à soutenir l'initiative qui entre dans les cadres de la stratégie mondiale de lutte contre les cancers. Et on termine avec la commémoration de la victoire de l'Union soviétique face aux nazis. Complément d'éléments fait par Bedrin King tout à l'heure. Effectivement, cette commémoration est pour Vladimir Poutine, repris par France TV.info, l'occasion de réaffirmer sa puissance militaire. Vladimir Poutine réécrit l'histoire en disant que l'Union soviétique a été la seule. Bon, je vois, on signale qu'il y a un problème technique. On se retrouve à 14h. Merci. Jenny Kaembe pour cette revue de presse. Là, on va se retrouver probablement le lundi prochain pour la suite. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.